braves gens et braves rediff. Bienvenue pour votre nouvelle soirée. Horrifique histoire. Et ce soir, dans Horrifiques Histoires, la disparition de James R. Nixon, une nouvelle de Marie Tullienne. Et j'espère que je l'ai bien dit. Dossier numéro 3966. Disparition de James R. Nixon, avocat. Document 1. Email du 23 août du disparu à son ami Chiang Toren. Salut Chiang. Remis de ton week-end à Vegas ? J'ai cru comprendre que c'était plutôt chaud. Henry m'a parlé de ton expulsion du casino. Paraît que des liasses de dollars sont partis en fumée. Faut pas boire comme un trou et jouer en même temps. Tu sais que niveau alcool, ma voisine, la tapette de Broadway, le mec a l'air très sympa, est plus viril que toi. C'est pas moi qui fais le texte. De toute manière, vous autres, vous ne tenez même pas la bière. Fais comme moi, amuse-toi différemment avec ton fric. Ce week-end, c'était la clôture d'une vente aux enchères. J'ai posé les couilles sur la table et j'ai remporté la mise. Un vrai plaisir de faire un doigt à tous ceux qui voulaient gagner. La partie a été plutôt intéressante. La bibliothèque d'une petite ville de Rhode Island a renchéri beaucoup plus que je ne l'imaginais. Ils étaient verts de se voir contrer à chaque fois, surtout que je m'amusais à faire grimper les prix. Je sais pas comment ils ont pu ramasser autant d'argent. Faut croire qu'il y a des trésors cachés dans certaines bibliothèques, comme dans les mauvais romans à base de conspiration. Ils ont même essayé de me contacter pendant la vente, pour me supplier de laisser tomber. T'imagines ? Tout ça pour une vieille boîte qui a été retrouvée dans les affaires d'un mec qui a écrit quelques trucs. Pareil qu'il est plutôt connu. Moi je m'en tape. Je fais ça pour le sport. En parlant de sport, le cabinet m'a offert des places au premier rang pour voir le match de boxe de samedi. Ça te tente ? Ensuite, on ira te sortir un peu. Je te paye même le service d'escorte si tu traînes les pieds. Après la vente dimanche, j'étais tellement excité que j'ai appelé pour avoir un peu de compagnie, si tu vois ce que je veux dire. Et j'ai rencontré la nouvelle, délicieuse, et très professionnelle. Son petit nom c'est Cynthia. Je te la laisse si t'en as envie. Appelle-moi, et on s'organise ça. Vous aurez pas compris, le mec est clairement une sombre merde. C'était de la petite précision. Alors si ça peut vous rassurer, je vous rappelle que c'est écrit par une meuf. Je préfère préciser. Clairement, on n'aura pas d'empathie pour celui-là. Bref. Merci 9-4. Document 2. Retranscription de l'entretien du 25 août avec le docteur Hélène Stephen, psychiatre. Pourquoi remporter cette boîte était devenu aussi important à vos yeux, monsieur Nixon ? C'est pour le fun, tout simplement.
J'ai de l'argent à ne plus savoir quoi en faire, il faut bien que ça m'aide à pimenter ma vie. Pourquoi avoir choisi cet objet-là ? Faut tout vous expliquer à vous. Je cherche les lots bizarres, pas trop connus, où les intéressés vont veiller à ne renchérir que de quelques dollars à chaque fois. Et j'arrive là-dessus avec mes liasses de billets, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Je défonce tout, et leurs jolis petits plans partent en fumée. Quand on joue, il faut pouvoir parier gros pour gagner à la fin. Je ne supporte pas les frileux. Si on n'est pas assez riche, on n'essaye pas de rentrer dans la cour des grands. Point. Vous m'avez déjà raconté vos enchères. Je sais pourquoi vous le faites. Ce que j'aimerais saisir maintenant, c'est pourquoi toujours ce genre d'objets ? Quels objets ? Ne faites pas celui qui ne comprend pas, James. Vous voyez de quoi je parle ? Mais pas du tout. Arrêtez avec vos insinuations. Ça devient n'importe quoi. Un silence. Et quelques bruits indistincts. Monsieur Nixon, arrêtez. Je vous rappelle que vous êtes contraint par ordonnance du tribunal à respecter nos séances. Je vous conseille de vous calmer et de me répondre. Un silence. Alors, pourquoi toujours des livres ou des objets ayant appartenu à des écrivains ? La dernière fois, si je me souviens bien, c'était un pistolet qui avait servi dans une rixe entre des poètes français. Qu'est-ce qui vous attire dans ces objets ? Ah oui, le flingue. Je l'ai jeté. Il n'avait rien d'intéressant. James. Oh, ça va, je réfléchis. Je sais pas. C'est juste une coïncidence. Il faut croire que les amoureux des livres et les rats de bibliothèque s'imaginent qu'ils sont assez cultivés pour impressionner les autres, qu'ils peuvent les écraser malgré leur manque d'argent. De toute manière, la plupart du temps, ça doit être des vieilles filles à chat mal baisées. Moi, en tout cas, ça me fait penser à votre père. Quoi ? L'absence de couilles, le côté mal baisé ? Je suis d'accord avec vous pour une fois. Non. Arrêtez de vous montrer vulgaire. Je veux dire que ce rejet des livres, ça m'évoque un lien avec votre histoire paternelle. Je vais finir par me demander si vous ne fantasmez pas sur mon père, docteur. Vous ramenez toujours tout à lui. Moi, je n'en ai rien à foutre. Je vous ai déjà dit que c'était un enfoiré fini, aussi vide et froid qu'une banquise. Il m'a eu parce qu'il le devait, pour perpétuer son nom. Je pense même qu'une fois ma mère enceinte, il n'a plus jamais baisé de sa vie. D'où l'hystérie qui a baigné mon enfance. C'est ce que supposaient vos prédécesseurs, non ? Que les femmes détraquées avaient simplement un vagin poussiéreux. Y'a pas un petit malin qui a inventé les massages clitoridiens pour lutter contre ça ? Vous êtes sur une pente glissante. Je vous conseille de faire attention à ce que vous dites. C'est vous qui me cherchez. Vous ne me facilitez pas le travail, franchement. Si ça vous inquiète, rassurez-vous. Je sais que vous pouvez vous montrer exécrable. Alors pas besoin d'être puéril ou injurieux à longueur de temps. Un silence. Reprenons. Votre père est un homme cultivé, n'est-ce pas ? Vous m'avez déjà parlé de sa bibliothèque, que vous détestez, et où il s'enfermait dès qu'il posait le pied dans la maison familiale. Oui. Et alors ? Je remarque que tous les objets que vous arrachez à leurs collectionneurs ont un lien avec l'écriture. Est-ce que parfois vous ne détruisez pas ces pièces avec un plaisir quasiment sexuel ? Ah si, vous jouissez littéralement à l'idée de faire payer à votre père son amour des livres, ou plutôt en détruisant les livres qui vous ont coûté l'amour de votre père. Ah docteur,
Je dois avouer que parfois vous êtes exceptionnel. Un silence. Ça n'a pas l'air très clair. Alors je vais vous le réexpliquer. Personne ne m'a jamais retiré l'amour de mon père. On ne peut pas enlever quelque chose qui n'a jamais existé. Les bouquins n'y sont pour rien. C'est lui le problème. Lui et ma famille tout entière. Et moi aussi, mes ancêtres. Toute cette malédiction de vieilles racines, d'arbres pourris au cœur. Je prends mon pied à arracher l'objet de leur passion à des gens intelligents et arrogants, simplement parce que je le peux. Parce que j'en ai les moyens. En cela, je ne suis que l'exacte continuation de ma lignée. Si je choisis d'attaquer les bibliophiles, c'est parce que j'ai toujours détesté ces gens. Je n'ai jamais eu assez d'imagination pour pouvoir m'échapper dans des mondes inventés. J'ai longtemps essayé, malgré mon père, de lire et de me laisser emporter, mais je n'ai jamais réussi. Je suis comme ça, collé à la réalité, incapable de sortir de ma vie pourrie autrement que par mes excès. Alors je fais avec. D'une certaine manière, vous avez vu juste, docteur. Je ne m'attaque pas aux livres sans raison, mais ce ne sont pas vraiment celles auxquelles vous voulez penser. Document 3. Interrogatoire de Mademoiselle Sophia Jones, assistante de James Nixon, le 13 janvier. Mademoiselle Jones, pouvez-vous revenir sur l'incident qui s'est déroulé le 1er septembre ? Je venais juste de rentrer de vacances. Des congés bien mérités, si vous voulez mon avis. Et après ce qui s'était produit ce jour-là, j'allais certainement en réclamer d'autres très vite. Donc, j'étais au cabinet depuis plusieurs heures déjà. Il fallait que je me replonge dans les dossiers en cours. Monsieur Nixon est arrivé de mauvaise humeur à 9h30. Il est passé devant mon bureau sans un regard ni un bonjour. Enfin, je n'ai rien dit. J'ai l'habitude. Je l'ai laissé se calmer un peu pendant 15 minutes avant de toquer à sa porte pour lui apporter des dossiers et sa tasse de café matinale. Double sucre, sans crème, faite avec des grains frais moulus. Je ne sais pas comment, mais il arrive toujours à sentir quand ce n'est pas exactement comme il l'aime. Ce matin-là, je n'ai pas fait attention. Le paquet de grains était différent. Le bureau avait changé de fournisseur pendant mes vacances. Quand M. Nixon a porté la tasse à ses lèvres sans m'avoir adressé la moindre parole, je me doutais déjà que la journée serait difficile. Mais pas à ce point. Il a recraché la gorgée de café sur ma robe avant d'envoyer son mug contre le mur derrière moi. Si je ne m'étais pas blessé... peut-être. Si je ne m'étais pas baissé, je l'aurais reçu en pleine tête. Alors, il a bondi de son fauteuil et a commencé à me hurler dessus. Nos collègues ont dû intervenir et le patron, M. Turner, m'a offert ma journée après avoir demandé des explications à M. Nixon. Si je me souviens bien, il a parlé de boîtes impossibles à ouvrir et de frustration. Personne n'a tout compris. Mais, ce jour-là, ça n'a été que le début des problèmes. D'après ce que vous dites, M. Nixon n'a jamais été un homme agréable. Certainement pas. Arrogant, cassant, sûr de lui. C'était aussi ce qui en faisait un bon avocat.
et ce qui lui a permis de prendre de l'avancement dans le cabinet. L'image du requin qu'on emploie souvent à tort et à travers, elle lui allait comme un gant. Il devait avoir des ennemis. Beaucoup, comme tous ceux qui travaillent chez nous, inspecteur. Et cette histoire de boîte. On est nombreux à savoir que M. Nixon collectionne des trucs étranges. Mais pour le coup, je ne vois rien de plus à vous dire. Ce n'est pas comme si j'étais proche de lui ou que je m'étais déjà rendu dans son appartement. De toute manière, jamais je n'aurais accepté une invitation de sa part. Il aurait pris ça pour un consentement. Par contre, qu'il soit frustré de ne pas obtenir ce qu'il désire, ça ne m'a pas surprise. La réaction était extrême, mais pas incompatible avec sa personnalité. Il suffisait juste que d'autres contrariétés se soient greffées dessus pour que la situation devienne explosive. Il lui était déjà arrivé de déraper. Je crois même qu'il avait été forcé de consulter un médecin à la suite d'une décision de justice. Au bureau, on savait tous que ce qui faisait de lui un bon avocat était aussi capable de le pousser un jour de l'autre côté de la barrière. Vers le crime, vous voulez dire? Ou la folie? Document 4. Entrée du journal du disparu, daté du 11 septembre. J'ai encore fait un rêve de malade. Un truc de dingue. J'ai attrapé le carnet tout de suite à mon réveil, mais ça s'efface. Comme si ma mémoire ne voulait pas retenir ce que j'ai vécu cette nuit. Je ne comprends pas. Je n'ai jamais rêvé avant. Je sais que je n'ai aucune imagination. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, tout change? C'est la boîte. Depuis la boîte, j'en suis sûr. Cette putain de boîte de merde que je n'arrive pas à ouvrir. Je sens le contenu qui bouge doucement quand je la secoue, mais je n'ai toujours pas trouvé comment faire sauter la serrure sans abîmer l'intérieur. Je veux voir. Je veux savoir. Le rêve, c'était en rapport avec ça. Ce truc me bouffe tellement que je réussis à en river maintenant. C'est la casse-couille Dr Steffi qui va être contente. Elle qui m'oblige à dormir à côté d'un cahier. Au cas où vous rêviez plus que vous l'imaginez, James. Putain. Assez parlé de la poule à diplôme. Il faut que j'écrive ce qui m'est arrivé. J'en perds des morceaux à chaque seconde. J'étais dans un désert, en pleine nuit. Je n'avais pas chaud, pas froid. J'étais simplement entouré par des dunes de sable noir. Au-dessus de ma tête, la lune était énorme, jaunâtre. Je voyais à l'œil nu les cratères de sa surface, des ombres étranges qui dansaient au pied de ces montagnes. Seuls mes yeux et mes oreilles étaient ouverts. Toutes mes autres sensations étaient enfermées en moi comme dans un coffre. J'avançais à l'infini entre les crêtes de sable, sans fatigue, et pourtant oppressé par un sentiment indescriptible. À un moment, les ruines d'une ville sont apparues derrière une dune plus élevée que les autres. Deux très hautes tours se détachaient contre le globe vitreux de la lune. Elles étaient rompues à mi-hauteur. Projetées sur la face du satellite, elles lui servaient de croc.
Comme si cette énorme araignée boursouflée avait aspiré la vie de la ville brisée et somnolait en attendant sa prochaine proie. Je me suis retrouvé à déambuler entre les pans de murs écroulés, les ombres encombrées de débris. La cité était un assemblage hétéroclite de constructions de différentes époques, dont je ne pouvais distinguer que l'ossature et quelques moellons restants de chair. Alors que je traversais ce qui autrefois avait dû être une grande artère, j'ai vu le premier chat. Il était assis en sphinx au milieu de la chaussée et me regardait avancer, les yeux luisants dans les ténèbres. J'ai attrapé une pierre et la lui ai lancée. Je ne suis pas sûr de l'avoir touché, mais au moins il s'est enfui. Puis j'ai continué et j'ai vu le deuxième chat. Il était énorme, tout noir, enroulé dans un creux entre deux tas de gravats. La façon dont son poil touffu se levait et s'abaissait au rythme du vent m'a retourné l'estomac. Il y avait quelque chose de secret, d'ancestral dans son sommeil, comme s'il détenait des savoirs qui me resteraient à jamais cachés. Je me suis avancé sans bruit, une barre de fer à la main. Mais je n'ai pas eu le temps de le frapper. Il s'est réveillé en sursaut, m'a jeté un regard mauvais et a disparu entre les ruines, aussi vif qu'un éclair dans la nuit malade. Ensuite, à chaque pas que je faisais dans la cité vide, il me semblait entrevoir un morceau de queue ou un frémissement d'oreille. Mais les chats restaient à la lisière de mon regard, dissimulés dans les recoins obscurs de leur domaine. Peu à peu, je sentais la frustration et la rage me gagner. Tous ces félins possédaient la clé des mystères qui me fermaient leurs portes, et aucun ne venait me l'offrir. J'ai fini par arriver devant le portail d'une propriété à l'extrémité nord de la ville. Dans le jardin rempli de souches croulantes, il n'y avait pas l'ombre d'une moustache. J'ai poussé la grille rouillée sans en tirer le moindre grincement. Les chats qui avaient commencé à me suivre n'osèrent pas me rejoindre dans la demeure vétuste. Je me mis à explorer les pièces plongées dans la pénombre. La poussière accumulée avait plusieurs siècles, et même les araignées étaient mortes. Pourtant, un murmure étouffé habitait encore les chambres de ce vieux manoir. Il me soufflait aux oreilles des refrains inconnus, sans lever le moindre grain de poussière là où il m'emportait. Dans la cave immense, éclairée par plusieurs soupiraux tapissés de mousse, le bruit se fit lancinant, comme un mantra psalmodié par une ronde de mouches. Je cherchais les insectes, mais à la lumière verdâtre, tout devenait brumeux. À mesure que je progressais à travers les soubassements de la maison, la cave s'est enfoncée dans les profondeurs. Autour de moi, un temple submergé s'est matérialisé. Des paquets d'algues noires se balançaient au rythme des bourdonnements. Je n'étais pas mouillé. Je ne respirais plus. Immobile, je contemplais un autel. Une pierre brute
énorme au centre creusé par le dos des sacrifiés. Aucune mousse n'osait y pousser. Vers le fond du temple, le chuchotement assourdi m'a appelé et je me suis approché. Dans la pénombre étouffante du naos, un bas-relief boursouflait le mur. Des personnages entrelacés, couverts de membres grotesques, aux reptations répugnantes. Ils se mouvaient sous leur gangue de roches, devant la figure d'un dieu. Alors que mon regard, tout autant fasciné qu'écœuré, était attiré jusqu'au portrait divin, la voix réussissait enfin à me faire entendre le conseil qu'elle me destinait. J'écoutais. Je me suis réveillé, glacé de sueur, et en tombant de mon lit. Document 5. Entretien du 31 janvier de l'officier de police en charge de l'enquête avec Spox, SDF. Voilà ton café avec 5 sucres, Spox. Et si tu nous parlais de Monsieur Nixon maintenant ? Ça marche pas bien, votre machine. Il est à peine tiède, le truc. Spox. Ouais, le mec taré. Ok. Mais j'ai un peu faim aussi. Je sais pas si j'arriverai à me souvenir de tout avec l'estomac dans les talons. À quoi ton sandwich ? Fromage et viande, la sauce je m'en tape. Pas de machin vert, c'est pas bon pour la santé ces trucs. Ok, mais après le témoignage, c'est donnant-donnant, d'accord ? Ça a enregistré, alors j'espère que vous êtes pas des menteurs. Monsieur Nixon, Spox. C'est bon, c'est bon. Moi je sais pas qui c'est votre Nixon. Je connaissais pas son nom au mec que j'ai vu ce soir-là dans la ruelle. Mais j'ai reconnu sa photo. Une belle gueule, avec un sourire de requin. M'étonnerait pas qu'il soit dans la finance. Il avait des cheveux super, une mèche sur le front et des yeux bleus qui m'ont donné froid dans le dos. Bon pied bon oeil le Spox, non ? Je vais peut-être à la rue, mais j'ai toujours une santé nickel et des mirettes de compétition. Y'a que mes esgourdes qui marchent moyen. Heureusement que je suis là pour vous, les gars. C'était quand ? Tu te souviens de la date ? Ouais, le soir du 21 septembre. Je me rappelle parce que j'avais récupéré un journal frais du jour pour isoler ma maison. Ça commençait à bien fraîchir la nuit à ce moment-là. Et donc, il s'est pointé dans ta ruelle, c'est ça ? Au milieu de la nuit. Je sais pas à quelle heure. J'ai pas de montre, hein. Vous imaginez bien. Il portait un sac qui bougeait. Au début, j'ai eu peur. Il avait une tête effrayante. Je me souviens, ça m'a marqué. Les lèvres blanches et serrées, les yeux très clairs fixés devant lui, les sourcils froncés et les traits tirés. J'aurais pu entendre ses dents grincer si j'avais pas été un peu dur de la feuille et caché sous mes cartons tout au fond du passage. J'ai pas moufté d'un poil.
Franchement, je me demandais ce qu'il pouvait foutre ici, à part chercher les emmerdes. Il portait un sac, tu dis, à la main. Et comme j'ai dit, le sac il bougeait. Il y avait quelque chose de vivant à l'intérieur. Le mec s'est accroupi dans un coin, mais j'avais une bonne vue. Je m'installe jamais loin d'un réverbère. J'ai appris que ça chasse le plus gros des tarés. Donc, il s'est accroupi, et il a sorti une boîte de dessous son manteau. De loin, j'ai eu l'impression qu'elle était vieille en bois, mais sinon, sans rien de particulier. Pas de gravure, de décor. Et après, il a rapproché le sac qui s'agitait dans tous les sens. Il a donné un coup de poing dessus et les mouvements se sont calmés. Il l'a ouvert et on a sorti un chat. Un gros chat de gouttière avec des taches de différentes couleurs. J'avais pas entendu la pauvre bête miauler dans sa prison, mais je vous l'ai dit, hein, je suis dur de la feuille. Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite ? Là, j'ai flippé. Il a tiré une lame de sa poche, un cran d'arrêt, qu'il a déplié d'un coup de poignet. Il a attrapé le matou, assommé, hein, mais par la peau du cou, l'a suspendu au-dessus de coffrets en bois et lui a tranché la gorge. Putain. C'était dégueulasse. Pauvre minet. Le taré a attendu que le chat se vide de son sang. La boîte est devenue rouge. Et sa main aussi, et la manche de son manteau commençait à s'imbiber. Pour que ça aille plus vite, il a retourné le cadavre et a continué à le tenir par la queue jusqu'à ce que ça s'arrête de couler. J'ai déjà assisté à des trucs sales, mais là, j'avais envie de vomir. Pourtant, j'ai retenu ma respiration le plus longtemps possible. Peut-être que si la belle gueule m'avait aperçu, j'aurais fini à la place du minou. Et je préférais quand même que ce soit lui plutôt que moi. Enfin bref. Quand le chat n'a plus une goutte de sang, il l'a jeté et s'est penché sur la boîte. Je voyais pas son visage à ce moment-là, mais j'ai remarqué qu'il ouvrait le coffret. Il l'a refermé aussi vite. Le bruit du claquement a résonné dans la ruelle, assez fort pour que je l'entende. Puis le mec s'est redressé lentement, en tenant la boîte comme un trésor. Il est resté de dos un moment sans bouger. Ensuite, il a récupéré le sac du chat et a caché le coffret plein de sang dedans. J'ai pas vu directement sa tête, mais j'ai aperçu son visage dans le reflet d'une vitrine quand il a passé le coin de la ruelle. On aurait dit un fou. Il souriait comme un malade, toutes les dents visibles. J'ai eu tellement peur que je me suis pissé dessus. Parfois j'y pense encore. C'est pour ça que j'ai répondu à l'annonce en reconnaissant sa photo. Je me suis dit que j'avais échappé à un sadique cette nuit-là, et j'étais sûr d'entendre parler de lui un jour, pour un meurtre ou un truc dans le genre. Et tu n'avais pas bu, Spox? Jamais. Je bois pas, moi. J'ai jamais aimé ça. Et puis je suis peut-être à la rue, mais j'ai pas envie de mourir. Tous mes potes qui ont crevé dehors, ils biberonnaient sévère et ça les a pas aidés à échapper à la faucheuse. Ou plutôt l'inverse. Mais non, je n'avais pas bu, et j'ai pas bu depuis. J'ai même accepté un hébergement dans un centre. Ça m'a fait une drôle d'impression cette soirée. Bon alors, mon sandwich, il arrive quand ?
Document 6. Suite de l'entretien avec Mademoiselle Jones. Vous disiez tout à l'heure que l'épisode du café n'était que le début. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Les semaines ont défilé. Et plus le temps avançait, plus M. Nixon se renfermait. Je vous l'ai déjà expliqué, ce n'était pas un homme apprécié comme collègue ou comme supérieur. Mais c'est devenu bien pire. Au bureau, on a commencé à avoir vraiment peur de lui. Personne n'osait lui apporter un papier sans laisser la porte ouverte ou sans prévenir quelqu'un. Même M. Turner, l'associé principal du cabinet, il hésitait à lui parler de son comportement. Il se montrait distrait, sombre et sujet à des sautes d'humeur ingérables pour ses collaborateurs. Et ses clients aussi se plaignaient. Il n'avait plus la tête à son travail. Le côté requin avait laissé la place à un homme instable. Un jour, une cliente est repartie terrifiée d'un entretien. On n'a jamais réussi à savoir ce qui s'était passé. Elle refuse de répondre à nos appels depuis. Durant cette période, quand M. Nixon entrait dans une pièce, il apportait avec lui un silence mortel. Toutes les personnes présentes essayaient de regarder ailleurs pour éviter de croiser ses yeux. Il me donnait le frisson, à la fois fixe et vide, parfois brûlant d'une fièvre intérieure qui me mettait mal à l'aise quand je les sentais se poser sur moi. Vous savez, cette impression désagréable qu'on a lorsque quelqu'un nous suit dans une ruelle tard la nuit, ce souffle glacial dans la nuque. Enfin, non, je suis bête. C'est des policiers, ça doit pas vous arriver ce genre de choses. Bon, tout à l'heure vous avez parlé de sa disparition. Vous avez été la dernière à le voir son travail ? Oui, tout à fait. Un jour, en plein après-midi, il a quitté le bureau en coup de vent, comme chassé par un démon. J'ai pas résisté, je l'ai suivi. Vous comprenez, j'étais curieuse. Même si j'avais peur de lui, le voir perdre la boule me faisait plutôt plaisir et je n'étais pas la seule dans le cabinet. On en parlait de temps en temps à voix basse. On essayait tous de deviner ce qui avait pu le transformer en détraqué. Une curiosité un peu malsaine, si vous voulez. Donc ce jour-là, en le voyant fuir, j'ai attrapé mon manteau et je suis parti sur ses traces. Il n'a même pas cherché à prendre un taxi et s'est enfoncé dans une bouche de métro, le col relevé en jetant des regards mauvais aux passants. Les gens s'écartaient sur son sillage et j'ai dû jouer les espionnes pour ne pas me faire repérer. Mais j'avoue que c'était très excitant. J'imaginais déjà ce que j'allais pouvoir raconter aux collègues le lendemain. Du coup, il est monté dans une rame, il s'est recroquevillé dans un coin. Je me suis caché dans la foule. Jamais je n'aurais pensé capable de prendre le métro. Avant sa crise, les taxis étaient à peine supportables pour Monsieur Nixon. J'ai dû jouer des coudes pour le suivre quand il est sorti comme un beau diable du wagon quelques stations plus tard. J'ai réussi à le voir... j'ai réussi à voir le bas de son manteau qui disparaissait en haut de l'escalier que j'ai grimpé 4 à 4. Je suis arrivé sur la 5e avenue et j'ai aperçu la silhouette de mon patron en train de se diriger vers la Public Library. Il s'est effacé derrière l'un des lions qui en gardent l'entrée et j'ai dû abandonner ma poursuite. J'étais à bout de souffle, mais aussi très étonné de voir où l'avait mené sa course à travers la ville. Il est intelligent, doué dans son travail, mais ce n'est pas un homme qui apprécie l'art ou la culture. Qu'allait-il faire dans une bibliothèque alors qu'il aurait dû être en train de monter un dossier compromettant, de planifier la manière dont il allait détruire son prochain adversaire au barreau ? Enfin bon, j'ai hélé un taxi et je suis rentré. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il allait faire là-bas ? Aucune. Et ensuite, on ne l'a plus revu au cabinet. Il a disparu de la circulation, comme ça, du jour au lendemain.
Complètement. On en a fait des choux gras au bureau pendant quelques semaines, puis on a arrêté d'y penser. Il n'y avait plus rien pour exciter notre curiosité. Enfin, jusqu'à ce que vous m'appeliez, je n'avais plus jamais entendu parler de Monsieur Nixon. Même pas par les journaux? Non. Qu'est-ce que vous insinuez? Document 7. Entrée du journal du disparu, daté du 19 octobre. Je deviens fou. Je deviens complètement fou. Je rêve toutes les nuits maintenant. J'ai peur du noir, mais peur comme ça ne m'est jamais arrivé quand j'étais gamin. Ce n'est pas sous le lit que se cachent les monstres, mais dans les recoins brumeux de mes cauchemars. Dès que le ciel s'assombrit, chaque jour de plus en plus tôt, je commence à trembler, à suer comme un porc, à entendre les battements de mon cœur résonner dans les pièces vides de l'appartement. Je veux pas voir la nuit tomber. J'allume toutes les lumières que je peux trouver. J'ai commandé des lampes, des spots, des halogènes. J'ai mis des multiprises partout pour brancher le plus d'éclairage possible. Quand je marche, aveuglé par la luminosité, titubant de stress et de sommeil, je me cogne presque à chaque pas dans une ampoule. Mon bel appartement au clocher sombre, aux murs gris, est devenu un vrai sapin de Noël. Pourtant, la fatigue me colle au basque comme si j'étais un renard en pleine chasse à courre. J'essaie de la distancer, mais les cafés, les Red Bull, la coke ou l'Exta ne changeaient rien, putain. Je finis toujours par relâcher la garde, par perdre pied et me faire sauter à la gorge par le chien du sommeil. Il m'attrape et me lâche plus. Jusqu'à ce que je me réveille en hurlant, les bribes d'horreur de mon rêve s'effilochant déjà entre mes doigts tétanisés. Il me reste alors que la nausée, le sentiment vague de toutes ces monstruosités qui se cachent dans les ténèbres, derrière la lune, au fond des mers, dans les caves et les grottes de la terre, qui n'attendent qu'un instant d'inattention pour surgir et dévorer le monde. Autrefois, quand le temps du rêve existait encore, elle régnait, souveraine, avide et toute puissante. À présent, elle somnole là où la lumière n'arrive pas. Elle murmure aux oreilles de ceux qui écoutent et attendent leur heure. Ces immensités infâmes ont l'éternité pour elle, et peu d'hommes sont capables de se rendre aux endroits cachés où elle pullule. Personne susceptible de les vaincre ou de les chasser en tout cas. Moi, je m'y enfonce chaque nuit. Elle m'appelle, elle susurre à mes oreilles des berceuses inavouables dans des langages interdits. J'ai peur. J'ai tellement peur que mon esprit se disloque. J'en sens les morceaux qui se brisent à chaque fois que je me réveille. Je laisse dans les ombres toujours un peu plus de moi. Bientôt, je serai entièrement passé de l'autre côté. Je ne pourrai plus émerger du sommeil. Il faut que je tienne. Je dois plus m'endormir. Plus jamais. Demain, j'appelle Freddy et je lui achète tout son stock. Il m'a dit qu'il avait reçu un produit testé par l'armée dans les années 70. C'était censé empêcher les soldats de sentir la fatigue. Peut-être qu'avec ça, les ténèbres seront tenues à l'écart. Document 8. Coupure du New York Post du 30 octobre.
drogue ou maladie mentale? Halloween approche et on pourrait croire que cette histoire est inventée de toutes pièces par un journaliste en mal de sensations fortes. Pourtant, rien d'imaginaire ici. Un jeune biologiste originaire du Liban a bien failli mourir, apparemment parce qu'il portait un t-shirt représentant une pieuvre phosphorescente. En fin d'après-midi, alors que les réverbères commençaient à s'allumer, Mustapha F., qui revenait d'une séance de cinéma avec des amis, a été attaqué par un détraqué armé d'un cran d'arrêt. D'après les témoignages, l'homme, dans la trentaine, secoué de tremblements, s'accrochait auparavant à un lampadaire. Il avait été remarqué par plusieurs passants, car il faisait peur à voir. Beaucoup ont supposé qu'il était en pleine descente et l'ont prudemment contourné. Lorsqu'il a aperçu Mustapha, l'agresseur s'est mis à gémir bruyamment. Puis il a bondi vers le groupe en hurlant des imprécations et des insultes racistes, tout en essayant de lacérer le t-shirt de la victime et celle-ci avec. Obnubilé par sa proie, il a pu être maîtrisé avant de blesser quelqu'un. La police a fait appel à une ambulance pour hospitaliser le forcené, incohérent, hystérique et certainement sous l'emprise de substances. Après enquête, il s'est avéré que l'homme n'était pas seulement un drogué, mais qu'il souffrait aussi d'une maladie mentale. Espérons que les institutions psychiatriques ne prennent pas Halloween trop au sérieux cette année et ne laissent pas sortir leurs patients dans nos rues. Ce n'est pas comme si New York avait besoin de plus d'insécurité. Document 9. Entretien avec le docteur Helen Stephen du 3 novembre. James, vous êtes vraiment dans un sale état. Et votre attitude butée ne vous aide pas. Taisez-vous. Vous ne savez rien. Vous êtes mon patient depuis déjà presque 1 an, et je n'ai pas obtenu mon diplôme dans une pochette surprise, malgré ce que vous pensez. Je me doutais qu'un jour, sans traitement adapté, vous vivriez une rupture psychotique. Vous avez été placé dans ce service parce que j'ai témoigné de votre état psychologique et que le juge a été assez fin pour comprendre que vous souffrez d'un grave trouble, amplifié par les drogues. À présent, vous avez la responsabilité de vous faire soigner. Vous ne sortirez de cet hôpital que si vous acceptez de prendre vos cachets et de participer au groupe thérapeutique. Vous avez déjà beaucoup de chance de ne pas avoir été incarcéré. J'ai eu un échange avec votre mère. Elle aimerait vous permettre de quitter New York le temps de votre convalescence, et je suis tout à fait d'accord avec son idée. Il faut vous éloigner de votre quotidien pour que la cure de désintox ne soit pas inutile. Donnez-nous des preuves que vous allez accepter les soins, et vous pourrez prendre l'air du large. Un long silence. Vous ne voulez pas me répondre ? Très bien. Mais j'espère que vous m'avez écouté pour une fois. Pourquoi ne voulez-vous pas nous laisser vous aider ? Non, Stéphie. Je ne peux rien dire. Les mots ont beaucoup trop de sens pour pouvoir traduire ce que j'ai vécu. Ils sont dangereux. Et personne d'autre que moi n'en a plus conscience. Expliquez-moi quand même. Ne me tentez pas. Un seul nom et vous repartiriez en rampant. Malgré tout, je peux avoir votre suicide sur l'estomac. Croyez-moi, ce qui est caché dans le noir doit le rester. Vous avez envie de finir comme moi ? Je vois à votre petite mouche charmante que ce n'est pas dans vos plans de carrière, alors laissez-moi mon silence. La seule chose que je demande, c'est que vous ne touchiez pas à la lumière en partant.
Document 10. Email de Monsieur Nixon à sa mère, daté du 7 novembre. Salut. Le docteur Steffi m'a parlé de ton idée. Je ne savais pas que Tante Ma était toujours vivante. C'est pas comme si j'avais vraiment envie de me retrouver bloqué au fin fond du trou du cul du monde avec une vieille fille dégueulasse, mais... c'est ça ou l'hôpital. Je veux partir. Ici, ils m'attachent sur le lit, me foutent sous somnifère et surtout... ils éteignent les lumières. Je vais mourir si je traîne plus longtemps. J'ai déjà perdu la moitié de mon âme et le reste est plein de fêlures. Maman, s'il te plaît, fais-moi sortir. Il faut pas que les ombres s'allongent plus, sinon elles vont m'emporter. Ils n'ont pas voulu mettre de lampe sous le lit, alors j'ai des crampes à force de tenir mes jambes repliées loin des bords. Quand je dois pisser, je peux même pas tendre le bras pour appeler une aide-soignante. Je suis obligé de me faire dessus. Je crois que ce qui est caché sous le lit s'en nourrit. Maman, je t'en supplie. Viens allumer la lumière. Viens chercher ton petit Jimmy. Document 11. Journal du disparu. Entrée du 11 décembre. Je suis arrivé chez Tante Ma ce matin, en ambulance. Maman n'est pas venue me voir à l'hôpital. Elle a juste envoyé l'accord de Tante Ma et signé le bon de sortie. J'ai été surpris de ressentir son absence comme un nouveau coup de poignard. Pourtant, j'ai compris depuis longtemps que ce qui m'arrivait ne l'intéressait pas. Même quand j'étais gamin, elle préférait ses dîners et ses cours de tennis. Voilà à quoi me sert ce putain de cahier maintenant. À noter ma vie qui part en lambeaux, et plus seulement mes rêves. Je deviens sentimental en même temps que dingue. Docteur Steffi serait bien contente si elle mettait la main dessus. Son plan pour me faire prendre du recul, réfléchir à vos pensées, James. Ça a fonctionné. Mais pas question que je lui laisse. Qu'elles aillent se faire foutre toutes les deux. Du recul, mon cul. Tante Ma est toujours aussi moche. Et son haleine, quelle infection. Une vraie halle aux poissons à elle toute seule. Heureusement, il n'y a pas de chat dans sa bicoque humide. Juste son roquet à moitié pelé. Il a compris qu'il fallait pas me chercher, après avoir pris un coup dans les parties. Il grogne à chaque fois qu'il me voit maintenant. Au moins, il n'essaye plus de venir se frotter sur mon pantalon. J'ai dû sortir tout à l'heure pour aller me présenter au poste du shérif et au cabinet du psychiatre qui va me suivre. Tante Ma n'a pas voulu me laisser y aller seule. Elle dit que si je fais une connerie, c'est elle qui devra payer les pots cassés. Il fait froid, humide et moche. Au-dessus de la ville plane un nuage qui n'a pas de fin. C'est à se demander comment le soleil arrive à percer ce couvercle bruneux. Heureusement, j'ai toujours mes 3 lampes dans mes poches. 3. C'est un bon chiffre, ça. Un chiffre puissant. Lui et la lumière me protègent contre les ombres des murs couverts de mousse. J'avais oublié qu'il y avait un port dans cette ville de merde. Mais Tante Ma habite de l'autre côté de la colline. On n'aperçoit pas l'eau de chez elle.
Je n'en approcherai pour rien au monde. L'eau est dangereuse. La lumière n'atteint pas ses profondeurs. Et j'ai vu ce qui s'y cache dans mes rêves. Non. Pas y penser. Faut pas y penser. C'est une ville de vieux ici. Tous ceux que j'ai croisés marchent courbés sous le vent. Parfois, quand une bourrasque vient de la mer, on sent son odeur d'iode qui envahit l'espace. Je sortirai le moins possible. Je ne veux pas penser à l'océan. Plusieurs ratures dans l'ouvrage. Document 12. Transcription de l'appel de Madame Nixon au Central le 21 décembre. « 911, je vous écoute. » C'est mon fils. Mon fils. Il faut vous envoyer quelqu'un le voir tout de suite. Calmez-vous, madame. Expliquez-moi. Votre fils est en danger ? Oui, James Nixon, mon fils. Il est chez une parente et il va pas bien. Il vient de m'appeler, j'ai peur qu'il fasse une bêtise. Où se trouve-t-il ? J'ai la sœur de mon mari, Maydren Nixon, au 113, route du sel. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il a un problème ? Il sort d'un hôpital psychiatrique. Il allait mieux, sinon il ne l'aurait pas laissé partir. Mais il vient de m'appeler, de dire toutes sortes de choses horribles au téléphone. Sa tante est avec lui, mais c'est une vieille femme. Elle saura pas gérer la situation. Je vous en prie, croyez-moi. Mon fils n'est pas dans son état normal. Très bien, madame. Je vois une patrouille chez lui immédiatement. Il est devenu fou. Rien de ce qu'il disait n'était cohérent. Il m'a insulté, il a insulté son père et sa famille, éructant que nous étions des monstres, des racines pourries ou je sais plus trop quoi. Il m'a reproché sa maladie, il a hurlé que c'était de ma faute, que mon sang était mauvais, que je l'avais maudit lorsqu'il était né. Ensuite, il a commencé à me raconter ce qu'il me ferait si jamais j'étais avec lui. Je peux pas vous l'exprimer. C'était une torture. J'étais effondré, le souffle coupé par les pulsions dégoûtantes qu'il me crachait à l'oreille. Et alors, il est parti dans un autre délire, à propos des voisins, des habitants de la ville, qui le regardaient avec leurs yeux globuleux, qui essayaient de poser leurs pattes visqueuses sur lui, de l'embrasser avec leur bouche sans dents. Il a divagué sur des cultes secrets, des pierres dressées sur la falaise, des sacrifices à la mer. J'ai compris qu'il avait perdu pied, plongé dans une crise paranoïaque, et qu'il était dangereux pour lui, pour les autres. J'ai réussi à oublier un moment les horreurs dont il m'avait agonie, et j'ai essayé de le calmer. Au début, il m'a écouté, puis quand je lui ai expliqué qu'il devait avoir des hallucinations, qu'il fallait qu'il prenne son traitement, il a raccroché. Je sais pas quoi faire, mon Dieu. C'est horrible. Aidez-moi, je vous en prie. Jamais notre famille ne se relèvera d'une telle histoire. Nos agents sont en chemin. Ne vous inquiétez pas, madame. Vous avez fait tout ce qui était entre vous... Tout ce qui était en votre pouvoir. Document 13. Encart du journal d'Innsmouth du 23 décembre. Disparition mystérieuse dans la ville. Le soir du 21 décembre, James R.N. a disparu de la résidence où il logeait. Ce jeune avocat était venu de New York se ressourcer grâce à l'air du large dans notre belle cité.
Madame N, la parente qui l'hébergeait, se trouve être le dernier membre d'une ancienne famille de la région à vivre parmi nous. La tragédie qui la frappe nous touche tous, et une veillée se tiendra en l'église baptiste ce soir. Toutes nos pensées vont à la famille, dans l'espoir que cette brebis égarée, pleine d'avenir, retrouve le chemin de son foyer dans les jours à venir. Nous prierons pour que les âmes tourmentées découvrent le repos entre les bras aimants de notre Seigneur. Épilogue. Wilhelmina Nixon était arrivée en fin de matinée à Innsmouth. Elle était descendue de sa berline noire, aidée par le chauffeur qui lui maintenait la portière, devant la maison imposante de sa belle-sœur, Maydren Nixon. Son tailleur strict, dissimulé derrière son manteau de fourrure, son chignon sans aucune mèche grise, ses talons aux semelles rouges, ses bracelets épais en or, avaient vite fait le tour de la ville. À midi, tout le monde savait qu'elle venait récupérer les affaires de son fils disparu depuis 5 mois. Le shérif et son adjoint se présentèrent au 113 route du Sel à 14h. Le roquet de Maydren se chargea de prévenir les voisins que la vieille fille recevait d'autres visiteurs ce jour-là. Debout dans la chambre qui avait accueilli James, Wilhelmina et les 2 policiers échangèrent quelques mots sur la tragédie qui avait frappé la famille Nixon. Alors qu'elle se retournait, dissimulant une grimace amère aux 2 hommes, le regard de Wilhelmina tomba sur une forme oubliée sous une accumulation de journaux. Elle avança dans un coin de la chambre, fit basculer la pile poussiéreuse et saisit une boîte en bois, recouverte de traînées de peinture, d'un noir rougeâtre, en train de s'écailler. « Vous avez examiné ces affaires, n'est-ce pas, pour votre enquête ?»« Bien sûr, Madame Nixon. C'est la base de notre métier. » « Avez-vous ouvert ce coffre ? Je me demande ce que mon fils pouvait bien faire d'un objet aussi insignifiant. »« Regardez vous-même. Il n'y a que des vieilleries sales à l'intérieur. » Wilhelmina souleva le couvercle. Dans l'ombre de la boîte, un tas de vieux papiers abîmés, sur lesquels couraient des lignes d'écriture manuscrite. Un frisson de dégoût glissa sur l'échine de Wilhelmina, comme les lettres étendaient leurs tentacules d'encre devant ses yeux. « Je ne vais pas garder ça. Tenez, emportez-le. Faites-en ce que vous voudrez. » Le claquement sec du couvercle résonna dans la chambre abandonnée, et Wilhelmina tendit le coffret aux officiers. Un froufrou de vêtements hors de prix, une bouffée de Chanel, puis elle disparut sur le seuil. Restés seuls, les 2 hommes se regardèrent. Ils échangèrent un sourire. Leurs dents étaient petites et pointues. Le shérif inclina sa tête ronde sur son épaule, faisant apparaître plusieurs plissements sur la peau grise et moite de son cou. Il lança un clin d'œil à son adjoint, une paupière transparente glissant sur sa pupille vitreuse. Le coffret sous le bras, ils sortirent de la chambre.